Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur la notion de travail en philosophie. On va d'abord nous pencher sur des problèmes et plus précisément d'un point de vue de l'existence humaine et de la culture. On se demande au début, que gagnons-nous à travailler ? Nous travaillons pour vivre, c'est-à-dire pour obtenir les moyens de vivre et de bien-être. Toutefois, la finalité du travail n'est pas seulement extérieure à lui-même. Nous travaillons également parce que nous espérons nous épanouir dans notre activité professionnelle. Cependant, le travail permet-il cet épanouissement ? Obtenons-nous toujours la satisfaction, la reconnaissance et la rétribution que nous en attendons ? Certains ne perdent-ils pas leur vie à tenter de la gagner ? On peut donc se demander encore, travailler, est-ce s'accomplir ? Le travail peut permettre un meilleur accomplissement de soi. En effet, en exerçant une activité dans laquelle nous manifestons nos compétences propres et nous montrons utiles aux autres, nous pouvons éprouver de grandes satisfactions et un sentiment de liberté. Pourtant, les conditions de travail produisent souvent l'effet inverse. Non seulement nous pouvons nous sentir empêchés au travail, mais aussi inutiles. Quelles sont alors les conditions d'un travail qui nous permettraient de nous accomplir ? Pour ce point de vue, on peut également nous poser la question, si nous supprimons le travail de nos vies, ne serions-nous pas plus heureux ? Si le travail représente une contrainte et engendre un grand nombre de douleurs et de peines, on peut supposer que la suppression du travail constituerait une sorte d'âge d'or, un état idéal de bonheur pour nous. Or, en raison de notre éducation précoce au travail, ne serions-nous pas plutôt désorientés par sa disparition et complètement désœuvrés ? Quel modèle de société se substituera à la société du travail ? Passons maintenant à un point de vue de la morale et de la politique. On se demande, le travail est-il un devoir ? On parle souvent de valeur travail. Celui-ci constitue l'un des principes moraux qui guident nos conduites et nos projets. Travailler serait un bienfait pour chaque individu. L'accomplissement de chacun se trouverait d'abord dans le travail. Toutefois, il convient de se demander ce que peut bien dissimuler une telle valorisation du travail. Celui-ci a-t-il vraiment une valeur en soi ou ne permet-il pas plutôt de servir des intérêts bien plus relatifs ? On va donc se demander encore, les machines nous libèrent-elles pas du travail ? La mécanisation et l'automatisation de certaines tâches semblent avoir ouvert l'horizon de la libération des travailleurs. En effet, les machines peuvent assumer à notre place les travaux les plus pénibles. Toutefois, les machines servent-elles seulement cette finalité louable ? Ne permettent-elles pas également d'augmenter la productivité des travailleurs et ainsi d'alourdir encore davantage leur charge de travail ? On va enfin nous demander, tout travail mérite-t-il salaire ? D'un côté, il semble tout à fait légitime que l'effort investi dans la production mise au service de la satisfaction des besoins de chacun soit rémunéré, ne serait-ce que pour permettre au travailleur de reconstituer ses forces ou l'encourager à poursuivre ses efforts. D'un autre côté, il n'est pas certain que le salaire soit le reflet du mérite de la travailleuse ou du travailleur. Les travaux les plus pénibles et les plus utiles à la société ne sont souvent pas les mieux rémunérés. De quoi le salaire est-il alors la manifestation ? Passons maintenant aux concepts clés liés à la notion de travail. Tout d'abord, nous avons le terme travail lui-même, qui signifie une activité exigeant un effort et visant à la transformation, la création ou la production d'objets, d'idées ou de services. Il s'oppose à l'emploi. L'emploi qui, au contraire, est un travail, mais conçu comme rôle social. Il donne accès à un statut et à des droits. Et l'emploi, lui, s'oppose également au jeu. Le jeu qui est une activité plaisante qui se caractérise par l'absence de sérieux, mais dont le déroulement obéit à des règles. On peut aussi parler d'un repère, en acte et en puissance. En acte signifie ce qui existe réellement, ce qui a été pleinement accompli, alors qu'en puissance renvoie à ce qui a le potentiel de se réaliser. Par exemple, la maison construite est en acte, ce que les plans de la maison dessinés par l'architecte ne pouvaient être qu'en puissance,
c'est-à-dire à l'état de potentialité. Passons finalement aux thèses des philosophes. Tout d'abord, nous avons la thèse que le travail fonde le droit à la propriété. Nous sommes donc propriétaires du fruit de notre travail. Cette thèse qui est donc approuvée par le philosophe John Locke. Il dit: il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a fourni et laissé, et il y joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Selon Locke, nous disposons d'un droit naturel et fondamental, la propriété de notre personne et de notre corps. Par le travail que nous effectuons, nous étendons ce droit et gagnons la propriété exclusive du fruit de notre effort. Par exemple, la fabrication des boissons Coca-Cola requiert l'utilisation de quantités importantes d'eau. Pour satisfaire ses besoins, l'entreprise pompe l'eau des régions en situation de stress hydrique, comme l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Kerala en Inde. Vandana Shiva, physicienne et épistémologue à Varanasi, a été la porte-parole d'une lutte pour dénoncer les effets dévastateurs des activités de la multinationale. Assèchement de nappes phréatiques déjà très basses et contamination de l'eau par des substances chimiques qui la rendent impropre à la consommation. La multinationale ne respecte pas les deux conditions qui assurent la légitimité de l'appropriation privée du bien naturel commun. Quel type de travail pourrait-elle effectuer pour rendre cette appropriation légitime? Objection. N'importe quel acte de transformation d'un bien naturel justifie-t-il qu'on se l'approprie? On va donc passer maintenant à la thèse qui stipule qu'en travaillant dans le système d'exploitation capitaliste, nous perdons la propriété de notre travail et nous nous perdons nous-mêmes. Qui parle de capitalisme, parle de communisme, et donc c'est les idées de Karl Marx. Il dit: l'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre, elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même. Par exemple, à partir de 1967, des centaines d'intellectuels engagés ont choisi de travailler dans des usines ou des docks pour partager le quotidien des travailleurs qu'ils souhaitent défendre. Robert Linhart a passé une année comme ouvrier spécialisé dans l'usine Citroën de la Porte de Choisy. Dans les interstices des glissements gris, il entrevoit une guerre d'usure de la mort. La mort, l'engrenage de la chaîne, l'imperturbable glissement des voitures, la répétition des gestes identiques, la tâche jamais achevée. Si l'on se disait que rien n'a aucune importance, qu'il suffit de s'habituer à faire les mêmes gestes d'une façon toujours identique, dans un temps toujours identique, en n'aspirant plus qu'à la perfection imperturbable de la machine, tentation de mort. Toutefois, la vie, l'organisme des muscles, les nerfs résistent. Quelque chose dans le corps et dans la tête s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie, un geste plus rapide, un bras qui retombe à contretemps, un pas plus lent, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement, la vie qui s'accroche. Chacun des hommes de la chaîne hurle silencieusement. Je ne suis pas une machine. Qu'est-ce que la tentation de la mort pour l'ouvrier? Quelle résistance de la vie observe-t-on pourtant dans les gestes des travailleurs? Objection. Tout travail est-il vraiment contraint? Le travail n'est-il pas le plus souvent une activité qui comporte certes des obligations, mais que chacun choisit d'exercer? On peut donc maintenant passer à l'idée de Matthew Crawford, qui stipule que le travail, une fois accompli, nous procure satisfaction. Il dit: le moment où, à la fin de mon travail, j'appuyais enfin sur l'interrupteur était pour moi une source perpétuelle de satisfaction. Selon Crawford, le travail manuel a des bénéfices psychiques. Par exemple, Marx imagine les conséquences d'un travail qui s'effectuerait dans des conditions bénéfiques pour les travailleurs. Si on suppose qu'on produit comme des êtres humains, chacun s'affirme doublement dans sa production soi-même et l'autre. De 1, dans ma production, je réalise mon individualité. De 2, dans ta jouissance, j'aurai la joie spirituelle. De 3,
j'aurai conscience d'être ressenti par toi comme un complément à ton propre être. Et de 4, j'aurai la joie d'affirmer ma sociabilité humaine. Pourquoi les travailleurs se sentiraient-ils valorisés en travaillant? Objection. Peut-on encore bénéficier de la satisfaction d'un travail bien fait lorsque celui-ci n'est pas en lui-même valorisé par la société? Passons maintenant à la thèse de Sénèque, qui stipule que le travail est une perte de temps, tout simplement. Il dit, oui, je prêche le repos, mais un repos où tu fasses de plus grandes choses et de plus belles choses que celles que tu quitteras. Selon Sénèque, il faut se retirer des occupations qu'on appelle le plus spontanément travail. Par exemple, on peut prendre les deux mots de la langue latine qui partagent le travail en deux activités très distinctes. Nous avons le négocium qui désigne les affaires et l'otium, souvent traduit par loisir, qui désigne une activité sans affairement. Lorsqu'il y va du sens de l'existence, de vérité purement logique ou métaphysique, le travail qui s'y consacre est en même temps un loisir. Lorsqu'il va de la matérialité de l'existence, de gagner ou de perdre un procès, de sa fortune ou de sa ruine, de parvenir au pouvoir ou d'en chasser les autres, quoiqu'il s'agisse aussi d'un travail, il ne s'agit plus de loisir. Avant de désigner une institution, l'école avait signifié le loisir. Or, nulle part on ne travaille autant qu'à l'école. L'école n'est le lieu spécifique de l'étude qu'autant qu'elle suppose le plus intense travail. Objection. Le choix d'une oisiveté studieuse et enrichissante n'est-elle pas réservé aux plus riches? On va passer maintenant à l'avant-dernière thèse, qui dit que seul le travail manuel nous permet de gagner notre indépendance, et qui est suivie par Jean-Jacques Rousseau. Il dit, l'artisan ne dépend que de son travail, il est libre. Selon Rousseau, le métier d'artisan est celui qui se rapproche le plus de la situation d'indépendance que seul l'état de nature pouvait nous offrir. Par exemple, Rousseau refuse qu'on lui attribue le métier de philosophe. C'est son travail de copiste de partitions de musique qui lui a assuré l'indépendance. Son métier n'était ni brillant ni lucratif, mais il était sûr. Il aurait pu se jeter du côté le plus lucratif, l'écrit. Toutefois, il sentait qu'écrire pour avoir du pain étouffe son génie et tue son talent. Il est difficile de penser noblement quand on ne peut penser que pour vivre. Pourquoi l'activité philosophique de Rousseau est-elle plus libre parce qu'elle ne constitue pas son métier? Objection. Peut-on vraiment dire que seuls les artisans exercent un travail libre? Ne sont-ils pas eux-mêmes dépendants de leur clientèle? Passons finalement à la dernière thèse. Le travail domestique n'est ni reconnu, ni rémunéré. Les femmes qui l'effectuent vivent dans un état de dépendance à l'égard de leur mari. Une thèse qui est soutenue par Christine Delphi. Elle dit, le travail ménager n'est pas considéré comme productif, en raison de la nature particulière du contrat qui lie la travailleuse, c'est-à-dire l'épouse, au ménage, à son chef. Par exemple, si les services effectués dans le cadre des travaux ménagers peuvent faire l'objet d'un travail rémunéré, on constate que ces métiers sont principalement exercés par des femmes et se caractérisent par des salaires parmi les plus faibles. Les chiffres de l'Observatoire des inégalités pour l'année 2011 révélaient que 97,7% des aides à domicile, aides ménagères et assistants maternels en France sont des femmes. Ces emplois pour lesquels elles sont majoritaires ont une rémunération nette de 9,2 € par heure en 2014. Le secteur reste bien en deçà des 13,9 € touchés en moyenne par l'ensemble des salariés. Objection. Quelle différence majeure subsiste-t-il entre les services effectués au sein du foyer et ceux effectués à l'extérieur? Pourquoi cette différence peut-elle justifier la gratuité du travail domestique? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.